BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, deuxième partie de ce De quoi je mêle, et on fête un anniversaire, et un anniversaire important, c'est les 30 ans de Bouygues Télécom. Et oui, Bouygues Télécom a 30 ans, et on en parle avec son directeur général, Benoît Torlotin, qui est avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour François Sorel. Merci d'être là. Plein de choses à raconter, parce que l'actualité, évidemment, des 30 ans pour un opérateur, c'est important. Et puis aussi, on est dans une actualité télécom assez riche, avec le rachat des SFR qui avance. On va en parler. Les 30 ans de Bouygues, à l'époque, vous n'étiez pas chez Bouygues, vous êtes arrivé 3 ans plus tard, je crois, en 99, mais vous étiez client Bouygues Télécom. Ce qui était quand même assez fort, parce que Bouygues Télécom arrivait de nulle part, finalement. Itinéris SFR, on était dans cet écosystème-là, et Bouygues avait tout approuvé à l'époque. Absolument, 30 ans, c'est un bel âge. C'est vrai. Et quand on regarde le chemin parcouru, je pense que réellement, les collaborateurs de Bouygues Télécom, ils peuvent être vraiment fiers de ce qu'ils ont accompli, de ce qu'on a accompli. Et en 96, effectivement, je n'étais pas encore chez Bouygues Télécom, mais j'étais un des premiers clients Bouygues Télécom, puisque j'avais été séduit par déjà une innovation de Bouygues Télécom, et ensuite, on en a fait beaucoup d'autres. Bouygues Télécom, en fait, dès le départ, a eu une sorte d'intuition fondatrice qu'on a ensuite tout le temps tenue. C'était de rendre accessible au plus grand nombre les usages numériques qui changent la vie des gens. Et dès 96, en fait, on a inventé le forfait. Alors ça paraît aujourd'hui évidemment bien installé, mais le forfait, c'est Bouygues Télécom qui l'a inventé en 96. Auparavant, la téléphonie mobile, c'était réservé à quelques initiés, c'était des valises de 4 kilos dans les voitures des cadres supérieurs. Donc on a inventé le forfait. Ensuite, quelques années plus tard, on a inventé le forfait illimité. Millennium. Le fameux soirée week-end. Incroyable ce truc-là. Illimité d'abord uniquement vers les mobiles Bouygues Télécom avec Millennium, et illimité vers tous les opérateurs avec Neo en 2006. On a inventé le premier Internet mobile un peu structuré avec eMode en 2002. Et c'était la première fois que vous pouviez avoir les emails sur votre mobile. La première fois que vous aviez un mobile avec un écran couleur qui prenait des photos, qui les envoyait. C'était eMode avec Bouygues Télécom en 2002. Oui, c'était une technologie japonaise. C'était avec NTT et Docomo, absolument, un partenariat. C'était très intéressant. Ça n'a pas eu un énorme succès après, finalement. Enfin, il y a un autre standard. Ça a vraiment été la rampe de lancement de l'Internet mobile, finalement, qui s'est tourné vers d'autres technologies et après. Ensuite, bien sûr, il y a eu les applications sur l'iPhone, etc. Et on a fait la même chose quand on est venu sur le marché de l'Internet, du fixe, des box. On a été les premiers en France à lancer l'offre Quadruple Play. Et aujourd'hui, tout le monde fait ça. Une offre qui associe la box et le mobile. C'était Bouygues Télécom le premier avec Idéo en 2009. Et puis on a continué sur la partie Internet. On a été les premiers à avoir une box Android. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plein d'applications sur votre box. Les premiers à avoir une box 4G ou 5G. C'est-à-dire qu'on a utilisé notre performance du réseau mobile pour apporter aussi l'Internet chez vous. Les premiers à lancer un Wi-Fi 7 certifié, c'est à l'image derrière vous. Les premiers encore récemment à amener l'IA, on en reparlera peut-être, l'IA sur la box télé, puisqu'on a une box télé, on est le seul aujourd'hui à avoir une box télé dopée à l'IA qui permet de faire des tas de choses super sympas. Donc c'est un peu ça, c'est ce qui est marrant dans un anniversaire de 30 ans, c'est de se dire plein de choses ont changé depuis 4 générations de mobiles, à 2G, 3G, 4G, 5G, 4-5 générations de vie. Beaucoup de choses ont changé, mais qu'est-ce qui n'a pas changé ? Ce qui n'a pas changé, c'est cette envie constante de rendre accessible au plus grand nombre les usages numériques qui changent la vie des gens. Et c'est ça qui nous drive et qui va continuer à nous driver pour les années à venir. Avec en plus cette patte humaine. Ce que les clients nous disent, et on en est très content, c'est que chez Bouygues Télécom, on a cette signature d'une relation humaine particulière. Écoute des clients, apporter aux clients des vraies solutions, dans le domaine du grand public ou dans le domaine du B2B de l'entreprise, qui est un autre grand domaine pour nous, pour l'avenir. Donc c'est un petit peu ça, c'est démocratiser, rendre accessible, et avoir toujours cette fibre humaine très, très présente, parce que les technologies, c'est compliqué quand même. Ça va très très vite, vous en êtes un spécialiste, on essaie d'en être aussi, mais c'est vrai qu'on est parfois un peu dépassé par tout ça. Mais de plus en plus vite, donc les clients, ils ont besoin qu'on leur explique, qu'on les accompagne, parce que pour rendre accessible au plus grand nombre, il faut aussi accompagner et expliquer. Bon, ça c'est un petit peu la Bouygues Télécom touche qu'on essaie d'avoir depuis 30 ans et puis encore à l'avenir. Alors bon, il y a des moments importants. C'est vrai que vous le disiez, vous avez été l'inventeur du forfait. Après les forfaits illimités, alors chez des clients Bouygues, mais après c'est passé tous opérateurs. On se souvient de tout ça. Pour les plus anciens d'entre nous, ça a été des vraies révolutions. Et puis il y a Free Mobile qui est arrivé, qui a été quand même aussi un séisme pour tous les opérateurs. Sincèrement, ça n'a pas été un peu violent, l'arrivée de Free Mobile, parce que ça a rebattu les cartes en fait, ça a fait baisser les prix, il y a eu
pas mal de secousses, non, avec l'arrivée de Free Mobile, pour un opérateur télécom, comme vous, mais aussi pour SFR et pour Orange. Ah oui, ça a été un événement de marché assez structurant. On va dire que Free Mobile a bénéficié de conditions de lancement qui lui ont permis effectivement d'avoir des prix plus bas que ce qui était la référence précédente. Donc, ça a amené Bouygues Telecom à se transformer, à transformer sa structure d'offre. D'ailleurs, ça nous a amené à nous repositionner sur certains segments. Avant Free Mobile, nous avions lancé... Avec la création de BNU. Nous avions lancé, avant le lancement de Free Mobile, nous avions lancé BNU en juillet 2011. La première offre mobile sans engagement et sans mobile, vendue uniquement sur le digital. Qui se voulait être low cost, même si ce n'est pas un mot qui est très joli, en tout cas abordable. En tout cas, entièrement sur le digital. Et j'avais le plaisir à l'époque d'ailleurs de m'occuper des équipes qui avaient mis BNU en ligne et quelque part créé ce segment-là. Donc effectivement, ça a bouleversé le marché. Mais quand on regarde quelque part l'histoire de Bouygues Telecom depuis, ben, on a quand même eu un très bon parcours. Et aussi parce qu'on n'a jamais renoncé, même si le marché est compliqué, à quelque chose de constant. Il faut être très persévérant et constant dans le télécom. Et notamment de continuer à investir pour avoir des réseaux et des produits qui soient hyper performants. Même dans les moments les plus compliqués, l'entreprise Bouygues Telecom, soutenue par son actionnaire, n'a jamais renoncé aux investissements qu'on doit faire pour être les premiers sur le réseau 4G. Même après Free Mobile, on était les premiers à lancer un réseau 4G national. Oui, je me souviens, c'était en 2013, vous étiez les premiers à appuyer sur le bouton d'ailleurs. Ça avait été hyper médiatisé, on en avait parlé d'ailleurs dans De quoi je me mêle à l'époque. Absolument. Ouais. Et ensuite, continuer à avoir un réseau mobile qui se développe sur la 4G, sur la 5G, investir dans les box, investir dans le réseau fibre. Ce que l'on a fait pour aujourd'hui réellement être là où on en est, c'est-à-dire un acteur très performant, reconnu pour sa qualité de service, reconnu pour ses innovations encore, et parce qu'on a été constant, persévérant dans ce qui fait finalement ce qu'un opérateur télécom est performant dans la durée. On est un groupe, on est une entreprise qui résonne dans la durée, et ça donne vraiment des moyens pour investir, pour être persévérant, et pour être toujours là, au rendez-vous, dans les grands moments du marché. Alors, on a parlé des 30 ans qui sont passés. Est-ce qu'on arrive à se projeter, quand on est directeur général de Bouygues Telecom, sur les années qui viennent ? On ne parle pas encore du rachat d'SFR, on va y revenir dans quelques instants, mais au-delà de ça, est-ce que vous voyez déjà des prémices d'innovation technologique fortes qui vont arriver chez Bouygues Telecom ? Alors oui, on doit, quand on est directeur général d'un opérateur télécom, se projeter 5, 10 ans plus loin, parce qu'on est sur des cycles longs, des cycles d'investissement qui sont très longs. Et vous avez la visibilité de ce qui va se passer dans 10 ans, par exemple ? En partie. Pas totalement, mais il faut néanmoins essayer de construire les socles qui vont permettre finalement de s'adapter. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le cas. L'infrastructure de connectivité pour un pays, pour nos clients, particuliers entreprises, c'est quand même un élément essentiel de l'activité de toutes les entreprises et de tout à chacun. Ça, c'est aujourd'hui évidemment le cas. Et ça va continuer à l'être. C'est-à-dire que cette infrastructure de connectivité, l'infrastructure numérique du pays, elle doit continuer à être performante, elle va devoir absorber les nouvelles technologies, elle va devoir être souveraine, elle va devoir être résiliente, parce qu'on a devant nous, c'est effectivement des perspectives d'investissement renforcées dans nos infrastructures numériques pour toujours bien servir le pays, les consommateurs ou les entreprises. Prenez l'exemple de l'IA d'une façon générale, qui va impacter toutes les activités de toutes les entreprises ou de tous les consommateurs. Cette IA, elle va nécessiter que nos réseaux s'adaptent finalement pour être extrêmement performants et délivrer les services d'IA. Ça, on y est déjà. Et on se dit déjà comment on va faire en sorte que nos réseaux délivrent ce qu'il faut en termes de connectivité pour l'IA ou délivrent des capacités de calcul. On le voit bien, c'est une infrastructure essentielle. C'est comme l'eau, l'électricité ou autre chose. Et pour des consommateurs, pour des entreprises et pour un pays finalement, un peu dans la compétition internationale, avoir une infrastructure numérique de bon niveau, mais ça veut dire quoi, maîtrisée et souveraine, c'est quoi en fait ? C'est ça ? C'est déjà d'amener une connectivité qui permette réellement de faire en sorte que l'IA donne à plein ses services. D'accord. Donc les tuyaux, là. Les tuyaux et la sécurité des tuyaux, la latence sur les tuyaux, les débits pas seulement descendants, mais les débits montants. Oui. Parce qu'avec de l'IA dans votre main ou dans la main de millions de personnes, la partie montante va être importante. Donc déjà, c'est renforcer, adapter les réseaux télécoms à ce que l'IA va demander. Et puis, c'est également, effectivement, d'amener des couches complémentaires de sécurité. C'est extrêmement important. Des couches complémentaires potentiellement de calcul, de capacité de calcul non seulement centrale, mais sur le territoire à plusieurs endroits pour avoir une latence adaptée. Donc, réellement, c'est vers cela que l'on va.
Et les technologies vont nourrir cela. Oui, 6G, oui, des nouvelles générations de Wi-Fi, mais on doit surtout penser écosystème télécom. Importance de la performance, de la sécurité, de la souveraineté de nos réseaux télécoms pour effectivement, quelque part dans la structure géopolitique qu'on est en train de voir, avoir une Europe et une France qui soient solides par rapport à ces sujets-là. Et donc des entreprises qui elles-mêmes soient fortes parce qu'elles profitent, elles tirent parti de cette infrastructure numérique pour elles-mêmes être performantes dans leur digitalisation. Alors, Benoît Torlotin, vous fêtez vos 30 ans et j'ai l'impression que votre plus beau cadeau d'anniversaire, c'est quand même ce rachat de SFR. Un superbe cadeau qu'on n'achète, pas un cadeau qu'on nous offre. Qui vous coûte un peu d'argent, parce que rappelons que la transaction globale est à plus de 20 milliards d'euros. Mais c'est vous qui en êtes le principal bénéficiaire, hein, puisque la répartition du coût serait sur 42% pour Bouygues, 31% pour Free Iliad et 25% pour Orange. Qu'est-ce que ça va vous apporter, ce rachat, et qu'est-ce que ça va apporter à Bouygues Télécom ? Alors, si ça se fait, hein, bien évidemment, voilà, parce que on est au début de la transaction. Là, l'offre de rachat a été acceptée par Altice. Maintenant, il y a évidemment encore beaucoup d'obstacles, mais admettons que ça passe. Alors voilà, effectivement, on a franchi une étape importante avec ce Memorandum of Understanding, c'est cet accord avec Altice. Il reste effectivement, on va enclencher maintenant une série de démarches pour obtenir des autorisations auprès des instances compétentes, notamment instances de concurrence ou ARCEP. Mais déjà, c'est quelque chose d'extrêmement structurant pour l'écosystème télécom français. Je reviens juste un instant là-dessus pour dire que ça va réellement permettre aux acteurs français d'accroître leurs investissements dans des domaines importants d'infrastructures numériques pour l'avenir. C'est réellement important parce qu'on est aujourd'hui, il faut comprendre qu'on est sur un marché désormais mature. C'est-à-dire que le marché global n'a plus vraiment beaucoup de croissance. Or, si on veut poursuivre des investissements de bonne nature pour le pays, on doit retrouver des capacités d'investissement. Donc ça, c'est un peu le raisonnement économique global. Et ces capacités d'investissement, vous allez les récupérer parce qu'il y aura un opérateur en moins, donc des abonnés en plus arriveront sur les 3 opérateurs, ce qui fait qu'il y aura plus d'argent qui va rentrer et donc plus de capacité d'investir. C'est ça. Nous allons, côté Bouygues Télécom, c'est vrai pour les autres assureurs, pouvoir effectivement investir davantage au service de la performance de nos réseaux, la résilience et la souveraineté. Comme nous avons également, lorsque nous achetons des fréquences, ça, c'est extrêmement important parce qu'on va également pouvoir émettre sur nos réseaux existants davantage de fréquences. Et donc ça, c'est immédiatement davantage de qualité de service, pas seulement pour les clients SFR que l'on va acheter, mais également pour les clients Bouygues Télécom existants. Donc l'ensemble des clients existants vont bénéficier d'un surcroît de qualité de service extrêmement important. Et donc, ça fait de Bouygues Télécom un très solide numéro 2 sur le marché des télécoms en France. Ça, c'est extrêmement important. Mais vous allez récupérer quel type Vous allez récupérer des abonnés d'SFR, vous allez récupérer du réseau de SFR, c'est ça? Alors, Parce que je crois que Free Mobile récupère Red. Nous allons pouvoir effectivement récupérer, comme vous dites, chez Bouygues Télécom, un peu plus de 6 millions de clients grand public, mobile et fixe. L'ensemble de l'activité B2B de SFR, donc c'est-à-dire les clients, les activités B2B de SFR. Donc là, je vous dis, globalement, ça fait de Bouygues Télécom un solide numéro 2 sur le marché français des télécoms et sur le B2B en particulier, ça nous donne effectivement un Bouygues Télécom qui va changer d'échelle totalement et qui va être réellement un numéro 2 sur le marché, et toujours avec cet esprit challenger. Un des éléments importants que l'on aura, c'est nous allons accueillir ses clients, accueillir des collaborateurs, accueillir des actifs réseau dans un Bouygues Télécom qui va garder ce qui fait de nous ce que l'on est aujourd'hui au bout de 30 ans, c'est-à-dire un acteur innovant, un acteur qui reste dans un esprit de challenger et qui a une attention particulière à la qualité de service et à notre relation humaine. C'est ça l'enjeu pour nous, et devenir un très beau numéro 2 sur le marché des télécoms, en gardant finalement l'ADN qui nous a porté depuis 30 ans. Pour les abonnés SFR, comment ça va se passer? Admettons que tous les obstacles, vous franchissiez tous les obstacles en temps et en heure, qu'est-ce qui va se passer et quand? Alors, ce que l'on travaille, c'est la façon de pouvoir faire en sorte que les abonnés SFR deviennent abonnés Bouygues Télécom de manière extrêmement fluide et transparente pour eux. Il n'y aura pas de changement de leurs conditions tarifaires, pas de changement de leur offre. Et même, côté Bouygues Télécom, on a l'expérience de migration de clients mobiles avec les clients de Crédit Mutuel Mobile, les clients de la Poste Mobile. Oui, des MVNO que vous avez acquis. Des MVNO qu'on a acquis et on a transféré. Et on a des technologies particulières pour que ces gens-là changent de réseau, changent d'opérateur sans même changer la carte SIM. C'est des technologies. Donc du jour au lendemain, je passerai, au lieu d'avoir SFR sur mon téléphone, j'aurai Bouygues Télécom. De manière extrêmement fluide. La veille, vous êtes SFR, le lendemain, vous rallumez votre mobile, vous êtes Bouygues Télécom.
Ça pourrait être sans quand, couture. ça, à votre avis? Par contre, le quand, ça démarrera une fois que toutes les autorisations auront pu être obtenues, si bien sûr elles sont obtenues. C'est à partir de fin 2027, début 2028, on pense. Donc déjà, ce n'est pas demain. D'accord. Il reste un temps d'instruction par les autorités de concurrence notamment. Et à partir de là, on aura ces opérations de migration qui dureront au maximum 30 mois dans ce qu'on imagine. Mais donc c'est important ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui je suis abonné SFR, j'écoute De quoi je me mail. En fait, il n'y a pas de stress à avoir finalement. Non, je vais garder mon abonnement. Un jour ou l'autre, je serai contacté pour m'informer que je vais passer ou chez Bouygues ou chez Free d'ailleurs, ou peut-être même chez Orange, parce que tout ça va être partagé par les 3 opérateurs. Et puis après, libre à moi d'accepter ou pas l'offre. Finalement, je pourrai aller voir ailleurs si je veux. Absolument. Déjà, comme vous le dites, il ne se passe rien avant fin 27. Puis ensuite, vous serez contacté. Vous aurez une opération extrêmement fluide. D'accord. Passage chez le nouvel opérateur, en gardant vos conditions tarifaires. En gardant votre SIM sur la partie mobile, réellement de manière la plus fluide et transparente. Et puis, à tout moment, un client d'un opérateur, il garde bien sûr le choix possible d'aller voir des changements. Mais réellement, l'enjeu, c'est de le faire de manière extrêmement simple, extrêmement fluide, et puis pouvoir accueillir ces clients SFR sur notre réseau, et donc de les faire bénéficier de notre qualité de service, déjà aujourd'hui plutôt reconnu, parce que vous savez, il y a des observatoires indépendants qui regardent la qualité des réseaux, nPerf par exemple en France, et Bouygues Télécom, et aujourd'hui le numéro 1 sur la partie à la fois Wi-Fi Internet et sur la partie Internet mobile en 2025. Et on va encore accroître cette capacité, cette qualité, puisqu'on va obtenir des fréquences supplémentaires de SFR. Donc on va avoir quelque chose de très fluide. La question que tout le monde se pose, passer de 4 opérateurs à 3, est-ce que ça va faire augmenter les prix? Alors, vous savez, à la fois du mobile et le fixe aussi. Parce que SFR était assez agressif en termes de tarifs sur le mobile, mais aussi sur les offres box. La France est, depuis des années, un pays où les tarifs sont extrêmement compétitifs. Quand vous comparez les tarifs français et les tarifs européens, on est réellement le pays sur lequel les tarifs mobiles et fixes sont parmi les plus compétitifs d'Europe. Ça va se poursuivre. Vous savez, je vous ai indiqué, le marché est désormais mature. Non, mais le marché n'a plus trop de croissance. Je vous coupe, Benoît, parce que... Alors, dans un marché mature, c'est encore plus une raison pour laquelle les acteurs vont être effectivement dans une très forte concurrence pour finalement continuer à croître. Donc, j'ai aucun doute sur le fait que la concurrence va se poursuivre. On a 3 acteurs qui vont continuer à vouloir croître eux-mêmes. Dans un marché mature, c'est réellement déclencheur de compétition sans aucun problème. Donc, et de notre côté, l'autorité de concurrence va observer ça de manière très attentive. Évidemment, le rôle de l'autorité de concurrence, c'est de faire en sorte qu'une opération de ce genre-là réellement qu'il n'y ait pas d'impact sur la partie tarifaire. Donc, quelque part, nous, les réflexions que l'on a sont comment on investit davantage, comment on tire parti de synergies réseau. L'ensemble de l'équation économique de l'opération, elle est fondée sur des synergies de coûts, des synergies réseau, mais pas du tout sur des hausses tarifaires. Bon, on verra bien, en tout cas, comment ça va se passer tout ça. Dernière question, là je mets ma casquette un peu BFM Business. Il y a une vraie inquiétude concernant, on va dire, l'aspect social de cette transaction, avec des salariés d'SFR qui sont dans une situation, on peut l'imaginer, assez compliquée. J'imagine que vous avez réfléchi, avec les 2 autres opérateurs, le devenir de ces salariés. Est-ce que vous avez déjà des infos à donner peut-être aux salariés de SFR qui sont en train d'écouter De quoi je me mêle et qui nous regardent? Bien sûr, le volet social est un volet important de cette opération. Vous savez, les trois acheteurs sont 3 grands groupes industriels français, Bouygues, Orange, Iliad, qui évidemment regardent les aspects sociaux avec beaucoup d'attention. Et donc évidemment, on va démarrer dans les semaines à venir une série d'échanges, discussions avec les organisations syndicales des 3 acheteurs et du vendeur. Et dès à présent, on a une attention particulière à ce qui va se passer. Alors, avec un temps, un délai, comme dit, rien ne se passe avant fin 27. Donc, et ensuite, on a 30 mois au moins de migration des clients, voire 5 ans globalement d'éléments d'actifs à transférer. Donc, ça veut dire on est dans du temps long. Géré dans 5 ans. On est dans du temps long. Donc, on va gérer ça. On a déjà indiqué aujourd'hui qu'on garantit l'emploi des collaborateurs de SFR jusqu'au début 2029, que ce soit par l'emploi qu'ils ont aujourd'hui ou par des offres d'emploi qu'on leur fera chez les acheteurs concernés. On va démarrer les discussions plus précises. Et donc, c'est réellement quelque chose qu'on regarde avec attention. Mais les 3 opérateurs peuvent encaisser en fait toute la masse salariale d'un 4e opérateur, à votre avis? Mais ce que je veux évoquer, c'est qu'il y a un besoin fort des collaborateurs SFR dans l'entité SFR qui va
continuer, puisque même après le closing, l'entité SFR va continuer à exister. Il y a énormément d'activités, d'opérations à mener au sein des équipes SFR actuelles qui vont se poursuivre pendant 30 mois, voire 5 ans, dans différents domaines, pour effectivement transférer des clients, transférer des actifs réseau et continuer à opérer le réseau pendant un temps. Donc ce temps-là, en fait, peut rassurer les salariés pendant 5 ans. Finalement, les salariés de SFR n'ont pas de souci de questions particulières à se poser, c'est ça? Alors, au fur et à mesure des 5 ans, finalement, on va établir avec nos partenaires sociaux la façon dont ça va se passer pour ces collaborateurs SFR. Mais en tout cas, il y aura une activité au sein de SFR. Le réseau SFR doit continuer à fonctionner et bien fonctionner tant que les clients n'ont pas tous été migrés. Donc, c'est une chronologie, c'est un planning, c'est plusieurs étapes sans doute, et on va l'élaborer en concertation avec les partenaires syndicaux, entre les 3 acheteurs et les vendeurs, pour qu'effectivement ça se passe de la manière la plus fluide possible également. Merci beaucoup Benoît Torlotin pour toutes ces précisions qui sont importantes, à la fois remonter le temps avec les 30 ans de Bouygues et puis se projeter vers l'avenir avec ce rachat d'SFR qui est quand même un gros morceau, hein. Industriellement c'est pas anodin. Une belle étape. Merci beaucoup Benoît Torlotin, directeur général de Bouygues Telecom, pour terminer ce De quoi je me mail. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag DQJMM, à la fois sur YouTube mais aussi sur X. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et vous qui êtes avec nous en audio, quelques minutes en plus sur le podcast qui vous attendent avec le retour de Pierre Fontaine et d'Anthony Morel. Merci d'être là en tous les cas chaque semaine. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.